Bonjour Monsieur Gollnisch, bonjour Amaury Navarane. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez des comptes au Panama comme des autres ou bien? J'aimerais bien, mais malheureusement non. En franchise, hein. Mais Honnêtement, je voudrais au risque de ternir mon image, quand même apporter un certain nombre de correctifs à ce concert de vertueux qui s'époumonent en ce moment. D'abord, ces crimes absolus que seraient les paradis fiscaux. Et personne, apparemment, ne s'interroge sur le pourquoi des paradis fiscaux. S'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Et la France est un des premiers enfers fiscaux, précisément, avec 55% du produit national qui est absorbé par ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Voilà. Et ce qu'il y a de terrible dans le système français, c'est qu'il est d'une part déclaratif, donc sujet à toutes sortes de contrôles, il n'a aucun caractère d'automaticité, il est extrêmement complexe, et que l'on vous taxe lorsque vous acquérez une richesse quelconque, ça peut se comprendre. Hein, j'achète une voiture, bon, eh ben, je vais payer une TVA importante, je fais le plein, je paie 80% de taxes sur les produits pétroliers, etc. Mais après, et je pèse mes mots, qu'on nous foute la paix. Or, le problème, en France, c'est précisément, c'est qu'une fois que vous avez un patrimoine, vous êtes obligé de continuer à le déclarer, à l'évaluer comme si vous étiez un expert immobilier, l'administration des domaines, un notaire ou que sais-je encore, et à continuer à payer dessus des sommes qui quelquefois excèdent le revenu des biens en question. Alors c'est ça qui fait qu'il y a des paradis fiscaux. Aujourd'hui, vous ne voulez plus revenir sur l'affaire. On a bien compris que le Front National avait été incriminé à tort, mais quand même, il y a bien aujourd'hui un problème et les révélations du Monde... je retire le cas du Front National. Je suis d'accord avec vous, Bruno Gollnisch. Le Front n'avait rien à voir rien, rigoureusement rien. C'est ni son prestataire de service qui a fourni les preuves, mais quand même, le fond de l'affaire reste là. Le prestataire de service a fourni les preuves qui ont été publiées exclusivement par le Parisien libéré. Et pas par Le Monde, qui pourtant avait accusé. Absolument. Ils n'ont pas rectifié. Je ne crois pas, je n'en suis pas sûr, je ne sais pas. A fourni les preuves qu'il avait déclaré ce transfert, qu'il avait acquitté l'impôt dessus, transfert d'argent qui devait financer un investissement à Hong Kong. Au demeurant, la somme en question, qui est importante pour beaucoup de Français, y compris pour moi, bien sûr, qui est de l'ordre de 300 000 €, c'est de quoi acheter un 2 pièces à Paris, et encore un 2 pièces de 25 mètres carrés, hein, pour tout savoir. Mais cet investissement était parfaitement licite, et en tout état de cause, le Front National n'a rien à voir. Mais enfin, depuis quand est-ce que vous êtes comptable de ce que l'un de vos fournisseurs fait de son argent? Est-ce que si votre coiffeur ne déclare pas ses impôts, vous êtes coupable de fraude fiscale? Et complice d'aller se coiffer chez lui. Et complice d'aller se coiffer chez lui, mais voilà, c'est extraordinaire. Alors, je voudrais dire aussi que toute cette affaire pue, mais pas seulement à cause des comptes véreux ou du blanchiment d'argent. D'abord, cette enquête qui aura été conduite dans le plus grand secret par un pool de plus de 100 journalistes d'investigation. Je n'y crois pas un seul instant. Oui. Je suis assez bien placé pour savoir qu'un secret étant une information que l'on ne répète qu'à une personne à la fois, n'est-ce pas, il est impossible de conserver ce secret. Je ne crois pas du tout à ce pool d'investigation, qui, je crois d'ailleurs, se réunissait comme par hasard quand il s'est réuni à Washington, qui dépend d'une organisation liée à la gauche du Parti démocrate américain, et financé par des gens comme M. Soros, dont on sait que lui est absolument blanc-bleu. M. Soros n'a jamais pratiqué la spéculation financière. Ce n'est pas à cela qu'il doit son immense fortune, et ce n'est pas cela qui lui permet certainement d'alimenter le mondialisme. Il est quand même très étonnant que ne figure notamment dans cette liste, à ma connaissance, aucun ressortissant ni aucune société américaine. Je crois donc que c'est une opération de déstabilisation par les services, bien sûr,
parfaitement intéressé et qui, comme toujours en pareil cas, a été fourni, toute crue ou toute cuite, comme vous voudrez, à un journal de préférence insusceptible d'être considéré comme partisan. Quand le KGB voulait faire de la désinformation en France, il ne passait pas l'information, la fausse information, il ne la faisait pas passer par l'Humanité, il le faisait passer par la presse conservatrice ou à la rigueur par la presse de centre-gauche. Bon, bien là c'est pareil, je crois que l'information a commencé par passer par, je ne sais plus si c'est la Süddeutsche Zeitung ou la Frankfurter Allgemeine, bref, par des journaux sérieux et respectables. Tout ceci me paraît être une manipulation de bout en bout. Emmanuel Macron a lancé son mouvement, d'ailleurs dans cette même période, En Marche. Vous vous sentez en marche, vous vous sentez d'attaque à rejoindre Emmanuel Macron? C'est ouvert, Bruno Gollnisch, ce mouvement. De la droite à la gauche, peut-être même jusqu'à vous. C'est quand même une ouverture limitée, quoi. Vous n'êtes pas assez mondialiste, vous allez dire. Des socialistes aux républicains ex-UMP, dont nous avons toujours dit que c'était à peu près la même chose et qu'ils étaient parfaitement compatibles les uns avec les autres. Voilà. Écoutez, M. Macron est un jeune homme certainement, ou un homme jeune maintenant, ambitieux. Bon, il lance sa petite boutique pour pouvoir peser sur les événements. C'est dans la logique des choses. Je crois que ça ne mérite pas, comme diraient les jeunes gens, ce buzz médiatique. Attendons de voir. M. Macron est assez représentatif du libéral, d'un certain libéralisme, tout en restant évidemment membre d'un gouvernement de gauche. Bon, jusqu'à présent, ce qui compte, ce sont les actes. Quand on est un ministre, on sert un gouvernement. Voilà, ce gouvernement, il a une coloration, c'est celui de M. Valls. Nous verrons plus tard ce qu'il en ressort. Vous avez employé le terme buzz médiatique, donc je reviendrai sur celui très important de la loi El Khomri et notamment toutes ces manifestations étudiantes. Est-ce que ces manifestations vous rappellent vos propres descentes et manifestations? Est-ce que vous-même vous avez lancé des pavés contre la maréchaussée, notamment en 1968? Quand j'étais étudiant à Nanterre, eh bien non, moi j'étais de l'autre côté. Moi je suis de ceux qui étaient un anti-68ard, ce mouvement qu'on a présenté comme une explosion de l'intelligence, de la spontanéité, était un mouvement de violence, de crétinisme, de crétinisation massive de la jeunesse, à base d'intoxication sur le fondement du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels. Ça fait 50 pages, c'est plus facile à lire que tous les volumes du Capital. Bon, c'est un mouvement tout à fait détestable, mais dont les promoteurs se sont retrouvés ensuite ministres, notables. Je pense à mon collègue, si j'ose dire, qui était étudiant, plus âgé que moi, Cohn-Bendit. Bon, alors ces manifestations étudiantes, d'abord, j'estime qu'il n'y a pas que des étudiants là-dedans, il y a des casseurs. Ce sont des casseurs d'extrême gauche. Le préfet de police ne s'en est pas rendu compte. Ça s'appelle des casseurs d'extrême gauche. Quand ça défile avec des drapeaux noirs et des drapeaux rouges, hein, si les veilleurs ou si le million de manifestants qui a défilé de façon parfaitement pacifique pour la défense du mariage avait fait le 10e de ce que font ces voyous, eh bien on en entendrait encore parler, et il y aurait eu des procès, des interdictions, des matraquages. Il y en a eu d'ailleurs, il y en a eu contre les défenseurs du mariage, il y en a beaucoup moins, quoi qu'on en dise, contre ceux qui saccagent des vitrines, qui agressent les policiers d'une façon extraordinairement violente, susceptible de tuer. Le mouvement est bien encadré. Enfin, il y a l'UNEF, il y a par exemple le président de l'université de Toulouse, Jean Jaurès, qui retire les cours pour essayer de favoriser ces manifestations. Il y a quand même un cadre peut-être plus favorable, Bruno Gollnisch, à cette expression populaire. Oui, c'est ça c'est bien. C'est bien l'infiltration de la gauche et de l'extrême gauche qui ne respectent aucune loi, aucun principe. Le comportement
de M. Jean-Michel Minovès, je crois, président de l'Université de Toulouse, qui a fermé son université une demi-journée pour favoriser les manifestants, c'est un comportement absolument indigne. Quand je pense que moi j'ai été persécuté dans l'université de Lyon, persécuté sur le plan administratif, sur le plan disciplinaire, sur le plan pécuniaire, sur le plan judiciaire, pour des propos par lesquels je prenais la défense de cette université et qui étaient tenus en dehors de mon enseignement, mais enseignement dans lequel j'ai toujours été d'une parfaite impartialité. Je pèse mes mots, le comportement du président Minovès est parfaitement partisan et indigne de sa fonction. Voilà. Quant à l'UNEF, l'UNEF c'est complètement bidon. L'UNEF, c'est devenu un groupuscule d'extrême gauche qui n'a aucune représentativité réelle dans le monde étudiant, qui avait explosé d'ailleurs en deux factions rivales, l'une étant liée au Parti communiste et l'autre à je ne sais plus quelle branche du trotskisme. Voilà, ça n'est plus du tout le mouvement la grande formation étudiante que ça a été avant la guerre d'Algérie, pratiquement. Bon. Et par conséquent, c'est une organisation d'extrême gauche. Le président de l'UNEF, c'est un type qui a bac plus 9. Hein? Et je ne sais pas quel âge il a, je crois qu'il a passé la trentaine. Bon, ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très bien, mais c'est un âge où on est soucieux d'entrer dans la vie active. Je crois qu'il a décroché péniblement à l'usure une licence, voilà, de biologie. En réalité, c'est un militant politique, et c'est un militant politique que, comme tous ses prédécesseurs, on retrouvera comme député ou comme ministre socialiste, un de ces quatre. Hein. On en a connu, là, c'était le cas des Cambadélis, des Mélenchon, je me souviens Harlem plus Désir. Oui, absolument, voilà, bon, ce sont... voilà, il y en a eu d'autres, il y avait une jeune femme, enfin qui est un peu moins jeune aujourd'hui, il faut bien dire, même assez sensiblement mûre, mais j'ignore le nom, qui s'était fait un nom à l'occasion de ces manifestations étudiantes. C'est une organisation qui n'a aucune représentativité et le gouvernement feint de discuter avec elle parce qu'il n'y a pas d'autres interlocuteurs, ou très peu. L'enquête avance sur les attentats de Bruxelles. Les derniers protagonistes, semble-t-il, viennent d'être interpellés. On apprend que c'était en fait la Défense et une association catholique conservatrice qui étaient visées. On sait que le jour de Pâques, les attentats islamistes avaient visé les catholiques, les croyants. C'est le tour des cathos de... Oui, c'est l'ignoble attentat de Lahore, hein, qui a fait beaucoup moins de bruit dans notre presse, comme j'ai dit la dernière fois, que les rumeurs concernant un prêtre pédophile pour des faits et qui n'avait donné lieu à aucune plainte et qui remonte à 25 ans. Bon, dont on accuse aujourd'hui le pauvre monseigneur Barbarin qui n'était pas lyonnais. Bon, ben, n'en parlons pas. Là, c'est foi contre foi. Les islamistes s'attaquent aujourd'hui à la religion catholique. Les islamistes s'attaquent à l'association Civitas. Bon, ce qui montre bien qu'ils ont l'intention de mener une véritable guerre de religion. J'exprime en l'occurrence ma sympathie à cette organisation, bien sûr. Ce qui est très étonnant, enfin ce qui est assez drôle, quand on voit les photos, n'est-ce pas, alors les uns sont belges, les autres sont français, hollandais, danois, mais enfin c'est quand même assez monocolore, quoi. Hein. Exotique. C'est issu, oui, voilà, c'est bon. Vous voyez venir. Voilà, eh ben oui, je pense que alors on s'interroge sur le terreau qui a pu donner lieu à le terreau, c'est très simple, c'est que on a admis dans la communauté nationale un certain nombre et pas seulement en France, un certain nombre de gens qui n'avaient pas manifesté ou pas témoigné de leur volonté de s'assimiler à la culture locale, contrairement à d'autres. Voilà, bon, c'est aussi simple que cela. L'anneau de Jeanne d'Arc qui revient en France, polémique. Oui, j'ai appris que, parce que d'une certaine façon, ça clôt la querelle de l'authenticité, puisque les Anglais considèrent que c'est là l'un des éléments de leur patrimoine national. C'est assez curieux. Je sais bien que nous avons conservé dans nos musées quelquefois un certain nombre d'œuvres d'art qui avaient été volées au cours de campagnes extérieures en Italie
ou ailleurs. Mais enfin, là, quand même, je trouve ça un peu gros que les assassins prétendent conserver jusqu'au bout les dépouilles de leurs victimes, en quelque sorte. Bon, enfin, c'est plutôt majoratif, cette polémique, parce que ça montre que l'anneau était authentique. Bruno Gollnisch, il nous faut parler d'Europe pour Claire Tesson de France 2. Ah oui, absolument. C'est important. C'est important. Pour parler d'Europe, nous allons parler dans le coup de gueule du réac, je crois, de quelque chose que vous ne supportez plus, les anglicismes. Les anglicismes, oui. Alors les anglicismes à la radio, à la télé française, etc. Il y a un député européen d'ailleurs, qui maintenant exerce d'autres fonctions, monsieur Jacques Toubon, que j'ai connu aussi bien à l'Assemblée nationale que dans cette maison, qui avait fait voter une loi pour remédier à cela et que quand même les messages passant à la radio ou à la télévision française soient en français, ce qui me paraît quand même assez élémentaire. Alors maintenant, c'est la mode, y compris pour des boîtes françaises, maintenant de faire leur pub en anglais, parce que ça doit faire brancher. Hein, chez Bran, comme disait François Mitterrand. Alors, par exemple, Renault. Renault est une boîte française. Alors, Renault, c'est la French Touch. Bon, d'accord. Et si vous prenez le forfait d'entretien, c'est le Easy Pack. Et ainsi de suite. Enfin, bon, alors je ne vois pas très bien ce qu'on y gagne, mais c'est absolument général et je dois dire parfaitement horripilant. Par exemple, Bayer, qui est une société chimique et pharmaceutique allemande, bon, alors son slogan, c'est, à la radio, à la télévision française, c'est « Science for a Better Life ». Alors, pourquoi Science for a Better Life pourquoi pas Science pour une vie meilleure? Bon, ou à la rigueur qu'ils aient au moins la franchise de Volkswagen qui nous dit « Wir leben Autos ». Et ils leben Autos si bien qu'ils bidouillent un petit peu les pots d'échappement, mais ils pourraient dire, au lieu de dire, je ne sais pas, Science for a Better Life, Wissenschaft für, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, für einem besseren Leben, und so weiter. Il faudrait demander à mon professeur d'allemand de classe de 4e, M. Lohner, si je décline bien ces termes. Je trouve ça absolument exaspérant. Voilà. J'appelle peut-être les clients potentiels de ces firmes à protester éventuellement en refusant d'acheter les produits qu'on leur vend parce que si la domination de la culture anglo-saxonne devient écrasante, bon, ben, nous n'avons plus qu'à nous transformer en 52e État des États-Unis d'Amérique. Vous allez bientôt vous déplacer, je crois, dans 10 jours dans le Lot. Ce sera là, pour le coup, loin des anglicismes, une terre enracinée, bien française. Oh oui, c'est sûr. Et nous vous disons à bientôt. Cahors, Saint-Cyr-la-Popie, etc. Oui, je vais porter la bonne parole dans ce département qui a été très hollandiste au moment de l'élection présidentielle, mais qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, et où notre vaillante équipe locale marque des points. À bientôt, Bruno Gollnisch. À bientôt. À bientôt.